Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse à la transparence salariale à l'aune des complexités et de l'incertitude politique. On va en parler dans quelques instants avec Delphine Landerouin, elle est spécialiste justement des politiques de rémunération chez LHH, elle est notre invitée. Le cercle RH, quelles ressources humaines, quel RH en 2030 ? C'est le titre d'un livre, un livre prospective. Et on en parlera avec l'un de ses auteurs, Nicolas Bourgeois, partner Workforce chez PwC, et justement le co-auteur de cet ouvrage. Et Quentin Guy, il est CEO de Team Starter pour donner envie aux salariés de s'engager, de s'embarquer dans des projets innovants. Voilà le programme pour le débat. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. L'industrie des médicaments s'engage pour les seniors, les chercheurs d'emploi de plus de 50 ans. On en parlera avec Pascal Le Guyadère, directeur général adjoint du LEM. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la transparence salariale. Alors on en parle beaucoup et ça ressemble un peu à un casse-tête pour les entreprises, évidemment, qui vont devoir se plier à la transposition de la directive européenne de 2026. Delphine Landerouin, ravie de vous accueillir. Bonjour, spécialiste des politiques de rémunération chez LHH. D'abord, un mot de contexte quand même pour revenir ensuite à vos clients, ceux que vous conseillez. Le contexte politique quand même risque d'impacter tout de même cette politique de transparence salariale ou pas d'ailleurs ? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais effectivement, si on regarde dans le rétroviseur, on a une directive qui a été votée en 2023. On attendait sa transposition donc pour au plus tard, et c'est la date donnée, au plus tard pour le 7 juin 2026. Et dès le printemps, à l'occasion de diverses allocutions, effectivement, on a vu les choses commencer à se concrétiser avec d'abord une concertation, des réunions donc de concertation qui ont commencé à poser des questions sur la transposition, la faisabilité en droit français. Tout le monde se pose des questions en fait. Voilà. Et puis évidemment, l'incertitude politique et les changements politiques actuels font que la transposition est toujours en attente, avec à la clé un projet de loi à voter au Parlement, avec quand même toujours cette perspective du 7 juin 2026, mais il faut quand même dissocier la partie réglementaire de la directive sur les rémunérations, qui est une partie évidemment à transposer dans le droit français avec des indicateurs, et c'est là-dessus effectivement qu'on attend des précisions réglementaires, et d'autre part une partie qui touche plus directement au processus, à l'opérationnel, au social dans les entreprises, c'est l'obligation d'information. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose... Volet transparence. Voilà, le volet transparence, vraiment dans son intégralité, avec quelque chose qui concerne finalement tout le monde, c'est l'affaire de tous. Et c'est là-dessus que les entreprises doivent se préparer, même si elles sont en attente de précision. Moi, j'ai le sentiment réglementaire. Il y a une attente, mais qu'en même temps, elle commence à préparer très sérieusement les remontées de data. Je parle des très grandes entreprises et qui sont en ce moment en train de trier, parce que ça va être un casse-tête de rendre visible une égalité. Voilà. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est les clients que vous rencontrez. La transparence en matière de rémunération, pour plus de clarté, plus d'équité, c'est pas complètement nouveau. Il y a des entreprises, et les plus grosses entreprises ont déjà avancé de manière diverse et variée sur ces sujets. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que la législation donne un coup d'accélérateur à tout ça, et à peu près toutes les entreprises, surtout sur le droit à l'information, l'obligation d'information, vont devoir se mettre sur la ligne de départ. Donc oui, il y a des travaux qui sont déjà en cours dans un certain nombre d'entreprises, des diagnostics pour capitaliser, et puis personne ne part d'une page blanche. Donc en fait, il s'agit de prioriser, de tracer sa feuille de route pour se mettre en marche. On est en règle à partir du 7 juin, c'est-à-dire qu'on va être obligé
de rendre visible et équitable, mais il y a un délai, parce qu'évidemment, Il y a il un faut délai. réharmoniser. On est d'accord. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, dans de dernières précisions liées au projet de loi de finances, il était dit, parmi d'autres choses, que les résultats, ou en tout cas la production des indicateurs, des nouveaux indicateurs sur la directive transparence, serait exigible plutôt en juin 2027. Euh, pour vous, vous dites, et chez LHH, il y a aussi une visée, je dirais, presque philosophique et de combat politique. Il y a quand même cette idée d'aller vers l'égalité et de permettre aux femmes de pouvoir rattraper le retard. Précisons qu'à compétences égales et niveau de ces 4% d'écart et 24 quand c'est C'est des métiers ça. différents. Il C'est faut bien relativiser. Il n'y a Voilà. que 4% d'écart. Néanmoins, ça permet de rattraper le retard. Néanmoins, oui, et l'esprit et la philosophie de la directive, c'est vraiment d'essayer de surveiller, de gommer tous ces écarts qui peuvent persister, avec des mesures à la fois sous l'angle d'indicateurs, bien sûr, à fournir un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'index, hein, égalité homme-femme, et puis avec une obligation d'information qui, là, va avoir un effet d'entraînement, parce que ça veut dire que les salariés, les candidats vont avoir plus d'exigences, plus d'informations Ouais, il faut rappeler et qu'il y aura plus une d'attentes. obligation d'indiquer sur les annonces d'emploi, les offres d'emploi, les fourchettes de salaire. En principe, En hein, principe, c'est en discussion, mais en principe. En tout à fait. principe, oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mm. On précise pour terminer qu'il n'y aura pas de possibilité d'accéder au salaire du voisin de bureau. C'est pas ça le Non, sujet. voilà, alors c'est une Non, mais chose ça, c'est une question qu'on importante vous à pose souvent. rappeler. La transparence, de quoi parle-t-on? Oui, le terme transparence a été utilisé par la directive européenne, mais ça aurait pu s'appeler effectivement d'une autre manière, avec un angle plus réglementaire et de droit à l'information. Il s'agit de donner aux salariés et aux candidats une vision objective et d'expliquer les critères C'est ça. objectifs. Voilà. Merci Delphine Landeroin d'être venue nous rendre visite. C'est un Merci. vrai plaisir. On n'a pas fini d'en parler de cette transparence salariale parce que les entreprises sont la tête dans les datas, comme on dit. C'est ça. Merci beaucoup, spécialiste des politiques de rémunération chez LHH. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, ça va intéresser LHH. Quel RH serez-vous en 2030 Quel sera le métier de RH en 2030 C'est une question qui est soulevée dans un livre. J'accueille l'un de ses auteurs et on en débat. C'est le Cercle RH, le débat de Smart Job. Le Cercle RH pour débattre aujourd'hui justement du cœur de notre sujet, du cœur de l'émission, les RH, mais alors pas les RH aujourd'hui en 2025, mais les RH en 2030, c'est-à-dire demain. Quel RH en 2030 C'est le titre d'un livre et on va en parler évidemment avec l'un de ses auteurs, Nicolas Bourgeois, ravi de vous accueillir. Ravi d'être là. Vous êtes partner Workforce PwC, co-auteur de ce livre, Les RH en 2030. On va voir d'ailleurs la couverture. Alors, vous aviez déjà travaillé sur ce sujet parce que vous vous projetez, vous essayez d'imaginer ce que sera le métier de RH en 2030. Et puis, à nos côtés, Quentin Guilhuy. Bonjour, Quentin. Bonjour. Vous êtes CEO de Team Starter. Alors, Team Starter, si on veut le pitcher, c'est quoi? C'est des outils qui permettent aux salariés de rester engagés dans la boîte, de s'éclater, de créer des projets innovants. Alors, on est vraiment dans le spectre de l'engagement salarié et nous, notre mantra, c'est de dire que la vie d'entreprise s'est un peu perdue avec la digitalisation des processus. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de donner la possibilité aux collaborateurs d'animer finalement la vie en entreprise, de recréer ces moments de vivre ensemble en les créant par les collaborateurs, pour les collaborateurs, via notre plateforme. Alors justement, j'ai vu réagir Nicolas Bourgeois au mot technologie, parce que c'est un peu le mot comme ça qui écorche les oreilles des RH. On leur parle d'IA générative, on leur parle de préqualification, on leur parle de recruteurs vocaux grâce à l'IA qui vont recruter en préqualification, qui existent déjà, c'est pas de la science-fiction. Est-ce que c'est le sujet de 2030 ? Est-ce que globalement, les RH, ça sera d'abord et surtout de la tech et moins d'humain ? C'est un peu tout l'enjeu. Je pense que ce sera de la tech et de l'humain, et ce sera peut-être de l'IA, mais ce sera de l'IA augmentée par l'humain, en fait. Il ne s'agit pas d'opposer les deux. Le DRH de demain, il sera forcément beaucoup plus technologique, parce qu'il va avoir
des outils extrêmement puissants, notamment pour analyser l'engagement, pour segmenter sa population, on y reviendra peut-être, et pour être plus pertinent dans les politiques de ressources humaines qu'il va mettre en place. Mais l'essentiel d'un rôle d'un DRH, c'est encore, et demain encore, de s'occuper des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, alors c'est-à-dire avec des outils tech, est-ce que vous dites dans votre livre, on prône, alors je ne sais pas si vous prônez, mais on pousse l'idée que pour faire de la pré-qualif, on peut tout à fait se permettre d'avoir des outils IA et même d'ailleurs des messages vocaux d'IA qui sont très bien faits, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un. Bien sûr, je pense que pour gagner du temps, c'est un excellent outil. Après, c'est important que l'homme continue d'intervenir dans ces processus. Là, vous parlez du processus de recrutement, si on est très clair. Et ben, évidemment qu'à un moment, on a besoin de sentir s'il y a le fit, si ça va fonctionner, etc. Donc, je crois que la part humaine reste importante. Et les DRH, leur compétence clé de demain, c'est plutôt celle-ci, c'est celle de l'empathie, finalement. Et c'est une compétence de l'avenir. Donc, il y a bien la compétence technologique et l'empathie. Donc, la tech qui dégage du temps pour que les RH soient encore plus empathiques, parce que les DRH sont des gens très empathiques. Oui. Alors, d'une manière générale, ils ont choisi ce job parce qu'ils sont très empathiques et ils aiment les hommes et les femmes avec lesquels ils bossent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, ça leur permet d'être davantage. On n'a pas cherché à vous opposer, puisque tout d'un coup, on voit bien que dans Team Starter, il y a l'idée de l'humain, il y a l'idée de l'engagement. Comment vous entendez ce sujet? Parce qu'on voit bien que la tech, elle est là. Enfin, elle n'est pas en train d'arriver. Elle est de plein pied et on est en train de la développer dans les entreprises. Vous, c'est quoi? C'est le balancier à ce modèle-là, en fait. En fait, c'est vraiment, je trouve, c'est exactement ce que disait Nicolas. Et il ne faut pas penser que c'est un problème de maintenant, la digitalisation de l'entreprise, le fait de gagner en productivité. C'est des choses qui sont vraiment arrivées avec le digital dans les entreprises depuis 2000-2005. Je veux dire, moi, un exemple très concret qui montre que les rapports au travail ont changé, c'est pour les RH, la digitalisation du bulletin de paye. Le bulletin de paye, en début de carrière, on le recevait tous, c'était un acte managérial de la part de notre chef, de la part de notre RH. Et maintenant, on le reçoit dans notre boîte mail de la manière la plus déshumanisée du monde. Et donc, il n'y a plus cet acte managérial. Et en fait, tous les processus de l'entreprise, pas seulement les processus RH, se sont fait digitaliser. Et donc, ça, c'est autant de petits moments informels humains qui se sont perdus dans l'organisation. Et en 2030, pour revenir c'est Nicolas ici le spécialiste des RH en 2030, mais ce qui change d'ici là, c'est comment on recrée cette culture d'entreprise, cette culture de l'informel, tout en profitant de ce gain de productivité. Et en fait, on ne va pas réussir à faire ça avec les méthodes de 2005, de 2019, juste avant le Covid. Il va falloir réinventer une manière de vivre dans l'entreprise. Mais excusez-moi, vous aviez déjà travaillé sur ces sujets RH et vous en êtes un spécialiste. Là, vous dites que vous avez pris des postures d'opinion, vous avez pris des opinions. Quelles sont les opinions que vous portez, que vous dites, nous pensons qu'en 2030, ça ressemblera à ça, le monde des RH? C'est une bonne question. Ouais, c'est un bouquin forcément d'opinion, parce que quand on fait un travail de prospective, soit on le fait vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire on fait plein de scénarios, c'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas fait 25 scénarios en disant s'il y a le A, et puis le AB, et puis etc. Non, on n'a pas fait ça. On a pris des partis pris, donc il y a forcément un peu d'opinion. Dans les opinions importantes, enfin en tout cas celles que j'ai envie de souligner là, c'est de se dire simplement, peut-être l'entreprise a été très loin dans la segmentation des populations. C'est un sujet, je pense, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit, il y a les hauts potentiels, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les Gen Z, il y a les cadres, les non-cadres, les femmes. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est important que, comme le marketing, les ressources humaines ciblent finalement des populations en ayant des politiques très particulières. Le problème, c'est que quand on multiplie les populations, et dans une boîte de taille normale, on a, je sais pas, une cinquantaine de populations différentes, quand on a un système de rémunération spécifique, de management de la performance spécifique, etc., est-ce qu'on bosse encore dans la même boîte? Et donc, c'est un peu le sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est de dire, finalement, le sujet de demain, il n'est peut-être pas tech, il est plutôt culturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'entreprise de demain quand on est avec autant de populations gérées différemment? Donc, vous dites, en fait, c'est des agrégats de communauté, mais ce n'est plus une entreprise. Oui. Aujourd'hui, il y a une entreprise... Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a une entreprise qui m'a sollicité dans le cadre d'un travail sur un gros projet de transformation où ils prennent des gens de tous les business. Et ils se rendent compte, en les prenant de tous les business, donc des gens de l'IT, des gens de Un sorte de codev autour d'une grande table, quoi. Ouais, sauf qu'ils sont 500 pour faire ce codev. Beau codev. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Et du coup... ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce qu'en fait, j'ai du mal à les faire bosser ensemble, ces gens-là, parce qu'ils viennent de l'IT, ils viennent du marketing, ils n'ont pas le même système de REM, ils n'habitent pas au même endroit. Donc, c'est soit la marque en termes de couleur et d'identité, soit la culture de l'entreprise, c'est ce que vous évoquez. Ou les outils de Team Starter, en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est de recréer du lien. Et le contrat social. Et le contrat social. Le problème à l'heure actuelle, notamment dans les entreprises qui ont du travail hybride, c'est qu'on ne travaille plus qu'avec les gens avec qui il est nécessaire de travailler. On saute dans une réunion et on ne connaît plus que les gens
qui sont qui sont reliés à notre fiche Dans de le poste. scope le plus proche, quoi. Exactement. Et donc moi j'ai des clients, des partenaires qui m'ont donné des mots très forts. Ils m'ont dit, mais en fait on est passé d'une culture d'entreprise à une culture de service. Et ça c'est extrêmement vrai. Et d'ailleurs je pense que dans les RH 2030, tu le disais tout à l'heure, il y a un enjeu très important, celui de revoir les KPI d'engagement. Parce qu'on peut être très heureux à l'intérieur d'un service, très malheureux à l'échelle d'une entreprise. C'est vrai. Très solidaire de mes copains et Mais très... voilà. Nicolas, on a des sujets qui interpellent en 2025. Reflux du télétravail. Mhm. Et pourtant, les salariés, quand on les interroge, ils sont plutôt favorables à faire du télétravail, mais on voit que les entreprises freinent. C'est quoi 2030 ? On est tous revenus au bureau, mais c'est plus un bureau, c'est une sorte d'espace de vie où le manager est devenu un coach, Ouais. et on fait plein d'activités sympas, et que c'est plus un travail, mais plutôt une sorte d'hybride. Ou est-ce qu'on revient à une entreprise traditionnelle, un équilibre télétravail, on vient au travail ? C'est quoi le travail ? Parce que finalement, ça réinterroge le travail. Oui, alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a l'opinion que je pourrais avoir, ce que je voudrais que le travail soit, on peut en parler, et puis il y a ce que ça risque d'être. Et en fait, ce que ça risque d'être, c'est quand même, regardons et faisons le parallèle avec la vie politique, sans rentrer dans un débat politicien, mais on est quand même sur plutôt une ère du conformisme, et en tout cas, d'une forme de retour à des éléments très traditionnels, y compris dans le travail. Et ce qu'on voit aujourd'hui, alors là, il y a des générations qui se heurtaient, notamment la Donc, génération Z, Reflux du mais télétravail. il y a un reflux du On est télétravail, d'accord, c'est très ça, c'est une clair. tendance. Exactement. Et la conséquence sur l'engagement, notamment des jeunes collaborateurs, peut être assez D'ailleurs, intéressante. la Gen Z ne revendique pas toujours le télétravail, je précise. Ils Pas sont toujours. plutôt favorables à l'idée de temps en temps y revenir. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie transformation attendue de la Gen Z sur la manière dont on doit pratiquer les ressources humaines qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc, on a une génération qui ne s'y retrouve pas tout à fait dans la... Mais vous dites, vous, chez Team Starter, le RH de 2030 prend soin de la vie au bureau et en dehors. Ok, très bien. Mais on est d'accord. Mais jusqu'où va le DRH ? Enfin, je veux dire, c'était le débat du Covid. Est-ce qu'il devait aller frapper à la porte du collaborateur pour voir s'il était en forme ou malade ? Ouais. Enfin, Déjà, le DRH, il a un enjeu clé, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps, d'en faire vraiment une vraie politique. Il faut comprendre qu'en au-delà ce moment, du bureau. au-delà du bureau, dans le bureau, c'est-à-dire retravailler la vie de bureau, retravailler la culture un peu en périphérie du bureau, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est la priorité 8 ou 9 de la fiche de poste du DRH. Or, en ce moment, on voit bien que c'est une lame de fond, cette culture d'entreprise liée au travail hybride et à la digitalisation. J'insiste parce que les autres fonctions sont touchées également. Des commerciaux nomades ne repassent plus au bureau faire leur note de frais, ne repassent plus pour aller faire leurs entretiens qu'ils font à distance, etc. Donc tout ça, ça touche toutes les populations. Et les DRH doivent rendre stratégique ce sujet de la culture d'entreprise et d'animer cette vie d'entreprise, finalement, recréer de l'informel dans le bureau. Au risque que le travail ou que l'entreprise se délite, se dissolve. C'est un peu ça que vous évoquez. Exactement. En fait, ce qui fait la performance d'une organisation, je reviens à des choses très simples, mais c'est le fait qu'on travaille ensemble et qu'on est solidaire et que c'est un petit peu ce que vous évoquiez. Et donc, le job d'un DRH, c'est juste ça. En fait, c'est de faire en sorte que ces solidarités perdurent, que la segmentation que j'évoquais soit pas trop importante pour que justement les gens aient un intérêt à agir ensemble. Et quand je disais tout à l'heure que la culture est sans doute le sujet d'entreprise de demain, c'est peut-être pas celui qui apparaît comme le plus évident. Il fera pas la une de grands séminaires ou des grands colloques. Et pour autant, je crois véritablement que c'est ça l'avenir des RH en 2030. Mais le RH est prêt à vivre cette révolution qui est en train d'arriver, puisque ce n'est pas demain, mais c'est en ce moment. Est-ce qu'elle est armée ? Est-ce qu'elle est d'ailleurs dotée, même dans sa compétence initiale, des bons outils ? C'est plutôt des femmes, en grande majorité, qui viennent des sciences sociales, enfin des sciences molles. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça des chocs de culture ? Quentin, Nicolas. Le RH, déjà, le problème, c'est je pense que lui, il commence à le comprendre. Enfin, Nicolas, je pense que tu as déjà beaucoup bossé là-dessus. Le problème, ça va être le reste du COMEX, déjà. C'est-à-dire que, de toute façon, il va falloir débloquer des budgets pour s'attaquer à ce sujet-là. Donc ça, c'est une réalité. C'est comment est-ce que on rend un peu moins seul le DRH autour de cette mission sur la culture, qui est un enjeu absolument clé. Quand les COMEX s'énervent sur le télétravail, on en parlait tout à l'heure, Oui. et ben en fait, c'est des chocs un peu épidermiques quasiment dans les organisations. Ces choses-là, c'est bien lié à un mal-être de l'ensemble du COMEX. C'est pas que le DRH qui s'occupe de ça. Ce que les gens n'ont pas compris à l'heure actuelle, si on revient sur le télétravail et derrière sur l'isolement du DRH, c'est que ça ne changera rien à la culture d'entreprise, puisque le problème n'est pas le télétravail, mais la façon de travailler qui autorise le télétravail. Grosso modo, si jamais on ne met pas une politique d'entreprise autour de ça, on rentre au bureau, on continue à faire des Teams, casque sur les oreilles, donc et on à est faire comme à la maison. 9-18. Ça ne sert à rien, on n'a pas plus de lien social. Derrière ça, la culture, l'enjeu, c'est le lien social. Oui. Donc c'est l'entreprise, quoi, lien social, communautaire, avec un coach manager, le manager coach. C'est ça, on va vers ça. Nous, on parle beaucoup de... C'est pas simple ce qu'on évoque là, parce que le Non. manager n'est pas prêt non plus. Le manager n'est pas prêt. Nous, on appelle ça le manager ressource. C'est un manager qui va considérer qu'il
il est une ressource pour son équipe et non seulement qu'il utilise les ressources pour produire quelque chose. La compétence qui me manque un peu, et qu'on évoquait, ce que tu évoquais est très juste, la compétence qui manque un petit peu de la part des DRH aujourd'hui, c'est tout ce qui va tourner autour de l'organisation de travail. En fait, ce qu'on appelle en bon français l'organisation design. Et on voit cette compétence émerger très fort. Dans l'ouvrage, on en parle assez longuement. Et on évoque ça comme une compétence très importante pour optimiser les organisations. Finalement, c'est une compétence qui s'est perdue avec la réduction du temps de travail. Au moment de la réduction du temps de travail, 35 heures, ça remonte à très longtemps. Les DRH... Remis en question depuis quelques temps. Certains disent qu'il faut travailler plus, qu'il faut créer de la valeur. Les DRH, c'est vraiment à la manette de l'optimisation, de la performance à ce moment-là. Ça a duré très peu de temps, 2 ans. Et puis après, on leur a dit, on a sauté l'obstacle. Messieurs et mesdames les DRH, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous pour optimiser. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une compétence qui manque et qui n'est pas suffisamment... On voit une petite tendance qui est un peu décentrée par rapport à vos métiers, mais le DRH plus connecté au métier. On recrute quelqu'un des métiers pour le mettre RH. Et on se dit, avec lui, il connaîtra les métiers et il sera connecté. Ouais. Ça, c'est un sujet intéressant aussi. On a tous croisé des gens comme ça dans les carrières, et honnêtement, c'est pas forcément du tout les moins compétents. Je pense que tu parlais tout à l'heure d'empathie. Je pense que quand on a connu le métier des gens avec lesquels on travaille, c'est forcément intéressant. L'enjeu de ces gens-là, comme toute prise de poste finalement sur un nouveau métier, ça va être d'aller aussi se spécialiser sur certaines compétences, celles d'hier. Dieu sait que le métier de DRH il est complexe, et celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celle de demain, c'est-à-dire comment est-ce que je sors un petit peu de l'opérationnalité de mon job de DRH pour essayer de partir un petit peu vers 2030. Un dernier mot, Nicolas. Dans l'ouvrage, on évoque très clairement qu'une des compétences importantes pour un DRH, c'est d'être ouvert sur son environnement. Et il n'y a rien de mieux pour être un DRH ouvert sur son environnement que de venir du business et de comprendre le business. Votre livre, Les RH en 2030, votre co-auteur, rappelez-le ? Gilles Verrier. Gilles Verrier. On voit la couverture de ce livre qui est le prolongement des travaux que vous aviez déjà fait, parce que vous travaillez sur ce sujet depuis de longues années. Livre intéressant, passionnant, et un livre d'opinion, je le redis, qui ne sont pas des options telles le rapport de la CIA, mais qui sont des livres avec des points de vue et des partis pris. Vous reviendrez dans 5 ans pour voir, parce que 5 ans, c'est demain. Ah, c'est demain. Merci Nicolas Bourgeois, vous êtes partner Workforce PwC, co-auteur donc de ce livre, Les RH en 2030. Merci à Quentin Guilluy d'être venu nous rendre visite, le CEO de Team Starter, qui croit à l'entreprise réengagée, réenchantée. Et qui la voit tous les jours surtout. Et qui la voit tous les jours, effectivement. Merci à vous, messieurs. On tourne une page, tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des seniors, des chercheurs d'emploi ou des salariés de plus de 50 ans. Et j'accueille Pascal Le Guyadère. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directeur général adjoint du LEM. Quelques mots sur le LEM. C'est quoi ? C'est toutes les entreprises du médicament ? Le LEM rassemble toutes les entreprises du médicament qui opèrent en France, donc qui cherchent un médicament et qui le commercialisent. Donc sur toute la chaîne de valeur, les entreprises sont adhérentes du LEM. Donc les laboratoires, ceux qui fabriquent nos médicaments et qui sont installés en France, c'est des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés. Alors la branche, c'est pratiquement 141 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, dans tous les territoires, avec des grosses régions, région Centre, région Rhône-Alpes, région Grand Est, mais voilà, sur tout le territoire. Votre industrie, celle que vous représentez sur ce plateau, s'engage en faveur des salariés seniors. Il faut préciser que c'est un accord de branche, donc c'est un accord avec les partenaires sociaux qui montre une vraie mobilisation. D'abord, pourquoi avoir signé cet accord et pourquoi vous engagez pour ces salariés expérimentés ? Alors, on a souhaité signer cet accord pour impulser une vraie dynamique et une vraie politique dans nos entreprises. Il faut bien comprendre que ce n'est pas moi qui fais. Moi, je négocie l'accord. C'est les entreprises qui vont appliquer les grands principes de l'accord. Donc, on est parti du contexte où, effectivement, on avait un allongement des carrières, réforme des retraites, est-ce qu'elle sera suspendue ou pas, peu importe, mais en tout cas, il y a quand même un allongement des carrières de retraite. Et il fallait que les entreprises prennent le pli de dire qu'est-ce que je fais de mes seniors et comment je les accompagne jusqu'à la fin de leur carrière. Et comment je vais aménager leur fin de parcours professionnels pour qu'on les garde le plus longtemps possible en emploi et éviter ce qu'on a pu connaître dans les années 90 dans le secteur du médicament avec des plans de sortie massifs à 57, 60 ans. Et dans la mesure où vous avez votre
carrière qui s'allonge, vous pouvez plus sortir les collaborateurs. Et sociétalement, c'est plus accepté de sortir des collaborateurs à 55 ans. Faut préciser que là, l'objectif et la philosophie, d'ailleurs, ça a été signé par la CFE-CGC, la CFTC, FO, l'UNSA, si je ne m'abuse. L'UNSA, oui. Il faut préciser le nom de ceux qui ont signé cet accord. L'objectif, c'est de ne pas emmener ces salariés vers France Travail, c'est de les maintenir en emploi et de leur proposer quoi? Une reconversion, un aménagement du poste? Il y a le grand objectif, c'est effectivement de les maintenir en emploi. Dans ce travail-là, de regarder quelles sont les compétences clés pour assurer la transmission, parce qu'il faut que nos entreprises effectivement fonctionnent. Donc, quand vous avez une classe d'âge qui part, ça peut mettre l'activité en péril. Donc, comment j'accompagne ces entreprises, comment j'identifie ces compétences et comment je vais recruter. Et bien évidemment, l'objectif de les maintenir à l'emploi. Et après, lorsque j'ai des collaborateurs qui sont sur des métiers sensibles, pénibles, comment j'allège leur charge de travail quand vous avez 62, 63 ans et que vous devez travailler encore 2 ou 3 ans. L'objectif est bien celui-là. On pense aux salariés qui sont sur des chaînes, par exemple, de conditionnement et tous ces salariés-là, par exemple. Il y a 45 000 collaborateurs sur mes 141 000 qui travaillent dans des sites de production. Il y a 250 sites de production sur le territoire français. Donc oui, c'est bien cela dont on parle, avec un focus particulier sur les salariés qui travaillent en 3-8, donc qui travaillent toute la semaine, les salariés de nuit et les salariés atteints d'un handicap. Donc là, ceux-là, on va les couconner, si je peux dire, on va demander, et c'est l'obligation de notre accord de branche, les entreprises ont l'obligation de regarder quelles sont les populations de plus de 55 ans qui sont dans des métiers pénibles ou à risque, et effectivement de regarder comment je peux modifier l'organisation du travail, alléger leurs tâches, et comment je peux leur proposer, bien évidemment, un emploi de jour lorsque je travaille de nuit, c'est un exemple. Donc c'est un vrai travail RH en amont pour d'abord identifier, repérer, entendre, puis ensuite faire basculer vers des postes mieux adaptés. Il y a un deuxième point que je trouve très intéressant et qui me passionne, c'est toujours dans l'accord, des mesures permettant le recrutement de salariés seniors, donc de chercheurs d'emploi seniors, éloignés du marché de l'emploi. Ça, c'est intéressant parce que qui vient aussi répondre parfois à des pénuries de main-d'œuvre dont font preuve beaucoup de secteurs. Alors notre secteur n'est pas à part. On a effectivement des grandes problématiques de recrutement, donc notamment sur les métiers de la production. Donc peut-être avant d'arriver sur les seniors un peu plus éloignés du marché de l'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a à peu près 14 000 à 15 000 recrutements par an. Et sur ces 15 000 recrutements par an, j'en ai pratiquement 2 000 de salariés de plus de 50 ans. Donc, on est un secteur qui recrutons des seniors. Des reconvertis ou des personnes qui étaient déjà dans le secteur des labos qui changent C'est du recrutement. Là, je ne pourrais pas vous donner plus finement, effectivement, s'ils sont éloignés de l'emploi ou pas, mais c'est des recrutements qui sont des plus de 50 ans qui n'étaient pas dans le secteur, donc qui viennent vers nos métiers, sachant qu'il y a des passerelles de métiers, notamment sur la production. Oui. Donc, on est un secteur accueillant pour les seniors. En plus de pratiquement 2000 emplois sur mes 15 000 recrutements l'année dernière. Donc, c'est un point important. Et après, on a un partenariat avec France Travail où, dans certains territoires, France Travail nous fait du tri dans ses offres et va nous sortir des collaborateurs ou des personnes dont la compétence est proche de la nôtre. Et c'est cela qui nous intéresse, puisqu'on va les chercher, on va les mettre sur nos métiers avec des progrès, enfin des axes de formation qui va leur permettre d'avoir un emploi. Ça, c'est intéressant, avec effectivement une formation. Alors, c'est de la dentelle, c'est vraiment de la dentelle, parce que le gros travail, c'est France Travail qui le fait, et là, mon chapeau, puisque en fait, ils vont chercher des personnes qui sont effectivement loin de l'emploi, qui sont peut-être en recherche d'emploi depuis 18 ou 24 mois, et de voir quelles sont les compétences transférables, pas forcément d'expérience dans le secteur, mais comment, par la formation, je vais pouvoir les aider. Dernier point, vous savez que le contrat de valorisation, donc, est un contrat qui a été ouvert par l'ANI pour les collaborateurs de plus de 60 ans. Nous avons, dans l'accord de branche, abaissé le seuil à 57 ans pour justement aller chercher ces collaborateurs-là qui ont encore un chemin de carrière à faire et pourquoi pas le faire avec le médicament. 5 ans minimum, voire 7, voire plus, puisque j'ai vu que le Danemark passait la retraite à 70 ans. On en reparlera peut-être sur ce plateau. Merci Pascal Le Guillaume. Merci Arnaud. De nous avoir rendu visite. C'est un sujet important, cet accord de branche, parce qu'il va ouvrir une dynamique importante. Directeur général adjoint du LEM, ce sont tous les métiers du médicament partout en France. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette émission. Merci à Paul Osson, merci aujourd'hui à Pascal à la réalisation et merci à Nicolas Juchat pour son accompagnement. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.